La vie secrète des maîtresses, deuxième partie. Sans même avoir le temps de se reposer la question une deuxième fois, il se retrouve devant le petit portillon du jardin prêt à traverser la route qui le sépare de la cour de récréation. Il faisait un froid piquant, le genre de froid qui fait souffler de la fumée. Mais pas le temps de se cailler les miches quand on est en mission. Tiens, la grille de l'entrée est entr'ouverte. Sans réfléchir, il entre. Cet endroit, il le connaît par cœur. Sur la droite, un empilement de pneus de toutes les couleurs. Il adore venir jouer là après la cantine, à roule qui peut. Au fond, il aperçoit le préau, avec ses traces de ballon sur le mur. Il en reconnaît certaines, c'est lui qui les a faites. Ses dents claquent toutes seules, comme un concerto de castagnettes en ré bémol. Est-ce la peur ou le froid ? Disons que c'est la poire, un mélange entre la peur et le froid. Il est déjà dans l'escalier qui monte vers les salles de classe quand il entend du bruit. Plus il monte, plus le son est fort. On dirait bien que c'est de la musique. La curiosité d'Hubert est à son comble. La nuit, son école allumée, de la musique. Mais qu'allait-il découvrir une fois arrivé à l'étage ? Il fut rapidement fixé, puisque juste en haut des marches, sur la droite, la porte qui donne sur sa classe était entr'ouverte. Et c'est précisément d'ici que s'échappait la lumière et la musique. Un espèce de rock'n'roll qu'il a déjà entendu dans les fêtes de vieux qu'organisent ses parents. En glissant un œil dans l'entrebâillement de la porte, Hubert ne se doutait pas une seconde qu'il allait voir une chose pareille. Les bureaux d'écoliers habituellement disposés sur 3 rangées et bien alignés les uns aux autres étaient dispersés n'importe comment, formant une espèce de cercle désordonné. Les chaises en fer et en bois, qui sont toujours tristement rangées derrière chaque table, se trouvaient éparpillées dans toute la pièce, à tel point que l'une d'entre elles était perchée sur un des bureaux. Le tableau noir était entièrement recouvert de dessins et d'inscriptions farfelues et rigolotes, faites à la craie de couleur. La télé, qui est normalement réservée à la diffusion de documentaires pédagogiques, comme la reproduction des fourmis ou le couronnement d'Henri IV, passait cette nuit-là en boucle des dessins animés que les parents d'Hubert lui interdisaient de regarder. Des poignées de confettis dorés et argentés semblaient flotter dans les airs. Sur le sol, il y en avait encore plus, et la lumière que diffusait la télé les faisait scintiller. Ça sentait la barbe à papa et les crêpes au chocolat. Mais tout ça, ce n'était vraiment pas grand-chose, parce qu'au milieu de ce bazar intersidéral, il y avait un spectacle encore plus incroyable. Tous les maîtres et les maîtresses de l'école étaient réunis ici. Ils portaient des pyjamas et s'adonnaient à des activités variées. Monsieur Duclos, l'instituteur des CE1, portait un kigurumi dinosaure et s'amusait à sauter de table en table pour échapper à Madame Rivière, directrice et professeure des CM2, qui le poursuivait en faisant des bulles de chewing-gum habillé d'une chemise de nuit à paillettes. La dame de la cantine, Florence, préparait des gaufres pour tout le monde et Monsieur Benafar, qui habituellement est occupé à crier sur sa classe de CP, avait l'air de se régaler en ingurgitant les gaufres 3 par 3. Mais c'est lorsqu'Hubert aperçut sa maîtresse de CM1, Madame Sanchez, qu'il fut le plus surpris. Elle portait une paire de patins à roulettes aux pieds qui tranchaient parfaitement avec son pyjama à carreaux vert et rouge. Elle enchaînait les verres de soda cul sec pour se préparer au grand concours de rototo qu'elle était en train d'initier. À son appel, tous les autres enseignants se tournèrent vers elle et avec une parfaite assurance, elle produisit un rot d'une telle force que tous les autres éclatèrent de rire en chœur. Hubert n'arriva pas à se retenir non plus, ce qui précipita son départ rapide et son retour au pas de course chez lui. Pour éviter d'être repéré, il n'eut pas d'autre choix que de refaire le trajet en sens inverse. Mais peu importe, ce qu'il avait vu était maintenant gravé pour toujours dans son esprit. Qu'y avait-il de plus précieux que la vision qu'il venait d'avoir ? Demain, à la première heure, il ferait son entrée en héros dans la cour de récréation. Arrivé chez lui, rien n'avait bougé. Ouf. Il reposa les bottes en caoutchouc de sa sœur exactement à l'endroit où il les avait prises. Ouvrit la porte grinçante, lui ordonna à nouveau un chut autoritaire lorsqu'elle commença à couiner. Chut ! Ça marche toujours. Il remonta doucement l'escalier en bois en retenant sa respiration pour ne pas laisser craquer les marches sous ses pas. Parce que c'est bien connu, quand on respire, on laisse le son des choses s'échapper n'importe comment. Il s'enfourna dans son lit comme une pizza congelée qu'on met au four. Le sourire aux lèvres, il était bien. Non seulement il avait vu quelque chose d'incroyable sans se faire remarquer,
Mais en plus, le train du sommeil semblait cette fois s'être arrêté à la gare de sa chambre. Visiblement, le marchand de sable lui en avait envoyé une poignée sur le chemin du retour. Avant de sombrer, il jeta un dernier coup d'œil à son réveil. 1h23. C'est beau ça, 1h23. Ça fait 1, 2, 3. Mais pas le temps de prononcer le 3 dans sa tête qu'il dormait déjà. Tellement profondément que toutes les expressions prévues à cet effet étaient insuffisantes. Dormir comme un loir, ou comme une souche, d'un sommeil de plomb. Il aurait plutôt fallu dire dormir comme un koala ou comme un arbre entier d'un sommeil d'acier. Fin de la deuxième partie.